bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes plongés dans l'Europe de l'an 1700 avant Jésus-Christ, une ère pleine de changements sur tout le continent. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode épique, allez le regarder et revenez ensuite ici. Mais maintenant, nous allons avancer de 500 ans jusqu'en l'an 1200 avant Jésus-Christ. Le monde change rapidement. Des empires s'effondrent, des envahisseurs surgissent de la mer, et de nouvelles cultures émergent des cendres. En nous basant sur cette carte fascinante que vous pouvez voir, nous allons explorer chaque recoin de l'Europe en mettant en lumière les peuples, les coutumes, les croyances et les événements qui ont façonné cette ère turbulente. Commençons par l'Europe occidentale où le bronze règne encore, mais des signes de transformation apparaissent déjà. Depuis l'an 1700 avant Jésus-Christ, la région a connu le déclin des anciens mégalithes et l'essor de sociétés plus guerrières, avec un usage accru des métaux. Maintenant, en l'an 1200 avant Jésus-Christ, examinons les détails. Dans le sud-ouest dominent les Ibères, un peuple proto-ibérique issu de la culture argarique, qui dès l'an 1700 avant Jésus-Christ construisait déjà des fortifications et pratiquait une agriculture intensive. Vers l'an 1200 avant Jésus-Christ, ils vivent dans des établissements fortifiés, comme les premiers Oppidas, en exploitant des mines de cuivre et d'étain essentiels pour le bronze. Leurs coutumes incluent l'agriculture céréalière, l'élevage de bétail et la chasse. Ils vénèrent des dieux de la fertilité et de la nature, avec des rituels impliquant des sépultures en fosse ou en urne, parfois accompagnés d'offrandes de bijoux et d'armes. Leurs sociétés sont hiérarchiques, avec des chefs guerriers utilisant des épées de bronze ornées. Les Phéniciens, venus du Levant, l'actuel Liban, arrivent par mer à partir de l'an 1200 avant Jésus-Christ, fondant des colonies comme disent. Ces marchands sémites apportent des techniques de navigation et l'écriture alphabétique. Sans eux, les Ibères n'auraient pas eu accès aux routes vers la Méditerranée orientale. De plus, la transition vers la fin de l'âge du bronze a apporté une métallurgie plus avancée, avec de longues épées remplaçant les dagues courtes et une augmentation du commerce maritime, rendant la région plus connectée. Au nord des Ibères, les Basques occupent les montagnes des Pyrénées. Différents des Indo-Européens qui les entourent, ils conservent une langue isolée, probablement un vestige de peuples pré-indo-européens. À cette période, ils vivent comme bergers et chasseurs, en clans familiaux, avec des habitations en pierre. Leurs coutumes incluent le pâturage des moutons, la pêche côtière et la cueillette de fruits. Ils ont des croyances animistes avec une révérence pour les montagnes sacrées et les esprits de la nature. Les rituels incluent des danses et des sacrifices animaux. Ils accordent des rôles importants aux femmes dans l'héritage. Ils utilisent des outils de bronze simples mais résistent aux influences extérieures. Depuis notre dernier épisode, ils sont restés isolés, mais commencent à adopter le bronze de voisins celtes, renforçant leur défense contre les invasions. En avançant vers le nord-ouest, nous rencontrons les Celto-Ligures, une fusion de proto-celtes et de Ligures indigènes. Ils habitent désormais les côtes méditerranéennes et les Alpes, vivant dans des villages fortifiés. Leurs guerriers sont habiles, avec des casques de bronze et des boucliers ronds. Ils pratiquent l'agriculture du blé et possèdent des vignes naissantes, et chassent aussi avec des arcs. En matière de croyances, le polythéisme proto-celtique domine, avec des dieux de la guerre et de la fertilité. Les rituels impliquent des feux de joie et des offrandes dans les rivières. Ils organisent des fêtes avec de l'hydromel et racontent oralement des histoires de héros. De plus, l'influence de la culture des champs d'urnes arrive de l'Est, plus connue sous le nom des Urnfields, introduisant la crémation en urne ou un changement radical dans les sépultures, reflétant des croyances en une vie après la mort plus spirituelle. À propos d'Urnfield, au centre de l'Europe, c'est-à-dire de l'Allemagne à la Hongrie, émerge la culture des champs d'urnes. La crémation est devenue le rite funéraire dominant, symbolisant la purification par le feu. Ces proto-celtes vivent dans de grandes communautés agricoles, avec des champs irrigués et des troupeaux. Leur société est guerrière, avec des élites montées à cheval. Ils cultivent des céréales, pratiquent le tissage de la laine et commercent de l'ambre avec la Baltique. Ils sont animistes, avec des druides primitifs effectuant des sacrifices dans des cercles de pierre. Ils croient en la réincarnation et aux esprits ancestraux. Ils organisent des festivals saisonniers, avec de la musique de harpe et des danses rituelles. Ils utilisent des armes de bronze sophistiquées, comme de longues épées pour le combat au corps à corps. L'expansion Urnfield vers l'ouest et le sud marque le début des migrations celtiques, influençant les voisins par leur métallurgie.
Maintenant, voyageurs du temps, dirigeons-nous vers l'est et le sud-est du continent, où le bronze brille intensément, mais les ombres de l'effondrement s'approchent déjà. En l'an 1700 avant Jésus-Christ, cette région était marquée par de fortes cultures locales, un commerce avec l'Égée et les premiers Indo-Européens qui s'y installaient. 5 siècles plus tard, nous sommes au cœur de la crise de la fin de l'âge du bronze. Les empires vacillent, les villes-palais brûlent et de nouveaux peuples émergent aux frontières. À l'extrême nord-est, nous trouvons les proto-slaves et les peuples de l'âge du bronze baltique. Ces groupes sont encore en phase de formation. Ils vivent dans de petits villages fortifiés le long des rivières, pratiquant l'agriculture sur brûlis, élevage de porcs et de chevaux. Leurs chefs sont élus en assemblée. Ils chassent avec des arcs de bronze, pêchent dans les lacs et collectent de l'ambre, qu'ils échangent avec d'autres peuples jusqu'à la Méditerranée. Ils sont aussi animistes, avec des dieux du tonnerre, similaires aux futurs perins, des esprits de la forêt et des sacrifices dans les marais. Ils apprécient les bains de vapeur primitifs et les contes oraux sur les ancêtres. Leur céramique est décorée d'impressions de cordons, et ils utilisent des haches de bataille en bronze. La domestication du cheval s'est répandue, permettant une plus grande mobilité, et le commerce de l'ambre a augmenté, les connectant indirectement aux Mycéniens via les routes du Danube. Parlons maintenant des Illyriens. Ils occupent la côte adriatique et l'intérieur des Balkans occidentaux. Ils ont évolué à partir de cultures locales de l'âge du bronze moyen et vivent désormais dans des castros sur les collines, c'est-à-dire des forteresses en pierre. Ce sont des guerriers féroces, connus pour une piraterie maritime naissante. Leurs coutumes incluent l'élevage transhumant, avec l'été en montagne et l'hiver dans les vallées, la viticulture et une métallurgie du fer naissante. Ils vénèrent des serpents et le soleil, avec des tombes mégalithiques couvertes de terre. Leur mariage inclut un enlèvement symbolique de la mariée, et ils organisent aussi des fêtes avec des danses en cercle. Ils utilisent des casques à cornes et des épées courbes en bronze. À côté, les Thraces dominent le sud-est des Balkans et le nord-ouest de l'Anatolie. Ceux qui détiennent le plus de pouvoir chevauchent souvent et possèdent des tombes royales pleines d'or, les fameux trésors Thraces, qui commencent déjà à apparaître. Ils cultivent de l'orge, élèvent des chevaux, ils étaient maîtres en cela, et extraient de l'or et du cuivre. En matière de croyance, un orphisme primitif, avec un dieu cavalier héros qui deviendra le futur cavalier Thrace, et des rituels de tatouage sacrés. Les nobles pratiquent la polygamie, organisant des chasses royales comme preuve de valeur. Ils utilisent des armures de bronze à écailles. Depuis l'an 1700 avant Jésus-Christ, le contact avec les Mycéniens a apporté une écriture linéaire adaptée et des chars de guerre. Les Phrygiens, récemment arrivés de la région des Balkans, migrent vers l'Anatolie centrale, se superposant aux Hittites affaiblis. Ils ont apporté la langue indo-européenne qui donnera naissance aux Phrygiens classiques. Ils vivent dans des villes fortifiées comme Gordion, encore en formation. Ils ont d'excellents musiciens, la double flûte est déjà leur symbole. Ils vénèrent la grande mère Cybèle, avec des rituels extatiques et des prêtres eunuques. Ils portent des vêtements colorés avec des bonnets phrygiens caractéristiques. Nous arrivons maintenant à l'épicentre de l'Europe méditerranéenne, les Grecs mycéniens. Comme nous l'avons vu précédemment, ils consolidaient déjà les premiers palais. En l'an 1200 avant Jésus-Christ, ils vivent l'apogée et le début de la fin. Ils ont des rois, appelés Wanax, dans des villes comme Mycène, Pylos, Thèbes et Tirynthe, avec des murailles cyclopéennes et des lions à la porte. Leurs guerriers portent des armures à plaques de bronze, la fameuse armure de Dendra, des casques à défense de sangliers et de longues épées de type No-2. Ils pratiquent l'agriculture des oliviers et des vignes, et disposent d'une bureaucratie avec des tablettes en linéaire B, la première écriture grecque. Ils croient au panthéon olympien naissant, avec Poséidon comme dieu principal, Zeus, Héra et Artémis, avec des sacrifices de taureaux et de chevaux. Ils organisent des banquets royaux avec de la poésie épicórale, les racines de l'Iliade et des chasses aux lions, qui sont désormais rares. Leur commerce avec Chypre pour le cuivre est intense, ils échangent aussi du papyrus et de l'ivoire avec l'Égypte et les Hittites. Et c'est précisément à cette période, autour de l'an 1200 à 1180 avant Jésus-Christ, que se produit l'événement le plus célèbre de l'âge du bronze, la guerre de Troie. Troie était une ville riche et stratégique sur la côte nord-ouest de l'actuelle Turquie, contrôlant le détroit reliant la mer Égée à la mer Noire, une route vitale pour le commerce des métaux, des chevaux et des céréales. Les Grecs mycéniens, menés par une alliance de rois, peut-être sous le commandement d'Agamnon de Mycène, assiégèrent Troie pendant des années.
La ville résista grâce à ses puissantes murailles. Selon la tradition qui inspira plus tard l'Iliade d'Homère, les Grecs utilisèrent une ruse géniale pour enfin entrer. Ils construisirent un énorme cheval de bois, y cachèrent des guerriers sélectionnés et feignirent d'abandonner le siège, laissant le cheval comme une offrande aux dieux. Les Troyens, croyant que la guerre était terminée et que le cheval était un cadeau de victoire, le firent entrer dans les murailles. La nuit, les guerriers grecs sortirent du cheval, ouvrirent les portes de la ville et laissèrent entrer le reste de l'armée. Troie fut saccagée et incendiée. Les fouilles archéologiques confirment que la couche 3 a été détruite par le feu exactement à cette époque. Le « cheval de Troie » a pu être une véritable ruse, peut-être une machine de siège déguisée ou simplement un piège psychologique, mais il est devenu une légende éternelle. Cette guerre longue et coûteuse affaiblit beaucoup les palais mycéniens. Elle consomma des hommes, des ressources et des navires. Ce fut l'un des facteurs qui ouvrirent la voie au grand effondrement qui suivrait bientôt. En Anatolie, le grand empire hittite, qui en l'an 1700 avant Jésus-Christ était en expansion, s'effondre maintenant autour de l'an 1180 avant Jésus-Christ. La capitale Hattusa est incendiée. Parmi les causes, des sécheresses, des guerres internes et des attaques des peuples de la mer, des groupes mystérieux d'envahisseurs maritimes qui ravagent aussi le Levant, l'Égypte et contribuent à la destruction des villes mycéniennes. Ces peuples de la mer, identifiés dans les inscriptions égyptiennes comme Pelsay, Sherden, Sheklech, entre autres, incluent probablement des réfugiés et des pirates d'origine égéenne, illyrienne et même sarde, déplacés par la crise systémique. Le pharaon Ramsès III affronte deux grandes invasions en l'an 1177 avant Jésus-Christ, remportant des batailles terrestres et navales. Certains de ces peuples s'installent, les Péleucés deviennent les Philistins en Palestine, apportant du fer et de la céramique mycénienne tardive. Cet effondrement en chaîne touche l'Europe, les palais mycéniens brûlent entre l'an 1200 et 1100 avant Jésus-Christ, le commerce du bronze s'effondre et les populations migrent. C'est le début des âges obscurs grecs, mais aussi le prélude à l'expansion celtique Urnfield et à l'émergence du fer. Et ainsi se termine notre voyage en l'an 1200 avant Jésus-Christ, une Europe de bronze resplendissant, mais au bord de l'abîme. Des empires tombent, des héros combattent à Troie, de nouveaux peuples se déplacent. Merci d'avoir voyagé avec nous. Mettez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater le prochain chapitre de l'histoire de l'Europe. À la prochaine!